Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Eh oui, quand les promoteurs pleurent à chaudes larmes, on se pose de grosses questions. Est-ce que ce sont des larmes de crocodile? Est-ce qu'ils font semblant? Est-ce que ce sont des larmes sincères? Alors on va parler aujourd'hui de cette pseudo-crise ou de cette fameuse crise, de cette correction dont on avait souvent parlé, des prix de l'immobilier. Est-ce qu'on risque d'aller vers une éclaircie, une embellie, ça je parle pour les promoteurs, une hausse des transactions? Est-ce que les affaires d'escroquerie qui commencent à devenir une habitude n'ont pas plombé la confiance? Et ça, si on plombe la confiance des acquéreurs, des futurs acquéreurs vis-à-vis des promoteurs, ben là ça va être compliqué de remettre la vapeur en route. Il est 10h15, on parle des prix de l'immobilier, de la crise immobilière. Voici vos experts. Les experts atlantiques. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes en direct, il est 10h15 et nous sommes ensemble jusqu'à midi et on parle d'immobilier, mais on va pas parler encore une fois. Alors, on a fait beaucoup d'émissions comme promis et comme prévu sur l'affaire Babdarna. On y reviendra dans quelques semaines avec des nouvelles informations et surtout sur les autres affaires pour lesquelles on a reçu, je ne vous cache pas, énormément de mails de victimes et qui dénoncent les mêmes agissements. Alors c'est avec des variantes. Alors c'est ça qui est bien, c'est que l'ingénierie d'escroquerie dans ce genre de choses est très variée. On a beaucoup de subtilités. Voilà, alors entre ceux qui vendent qui promettent de construire des maisons sur des terrains qui leur appartiennent même pas et d'autres qui promettent des maisons qui sont construites mais qui sont pas à eux. Bref, je sais pas, faudrait faire un palmarès aujourd'hui par rapport à ce genre d'affaires. Malheureusement, vaut mieux en rigoler, mais les victimes, malheureusement, ne rigolent pas trop. Alors, on est ensemble jusqu'à midi. Vous nous appelez, vous le savez, 05 22 95 36 70 ou 80. Vous réagissez sur la page Facebook des experts. Le sujet d'aujourd'hui, eh bien, c'est parler de la crise immobilière. De cette crise, de cette panne des transactions, des prix aussi, parce que c'est important de faire un point sur les prix de l'immobilier. On a beaucoup fait d'émissions aussi pour essayer de comprendre comment ces prix qui sont assez astronomiques dans certains quartiers, est-ce qu'ils sont liés à la réalité? Est-ce que également le référentiel de la DGI, de la Direction Générale des Impôts, a contribué à tasser le marché? Tout ça, on revient en détail sur ces questions-là et qui vous concernent. Avec moi aujourd'hui, maître Younes Hanibar. Bonjour, cher ami. Bonjour, cher maître. Ça va? Jean-François Hanibar, qui est avec nous. Ça va? Oui, très bien. Très bien. Col roulé. Comment ça, col roulé? Voilà, je me suis habillé différemment pour susciter ta curiosité habituelle. Non, alors tu sais, apparemment ça n'a pas alors manqué. tu sais que je salue à chaque fois ton élégance, oui. t'as un truc, et tu le sais. Oui. Voilà, Oui. bah, après je te charrie, mais en fait je le dis à l'antenne, maître Hanibar est très élégant. Mais là il y a une petite faute de goût, même si tu vois ce que je veux dire. Oui. Ce que je veux dire, c'est texture sur texture. Tu as mis un gilet en laine sur un pull en laine à col roulé. Ça, c'est une petite faute de... Non, c'est le froid qui l'a dicté. C'est plus ça qu'autre chose. L'élégance, c'est savoir faire fi des conditions climatiques, savoir s'habiller en conséquence, mon vieux. Tout le temps? Oui. Ah, c'est trop froid. C'est trop dur. Moi, je sais pas, moi, j'ai juste un pull. Bien, avec nous, Amin Marnessi, consultant en immobilier. Comment ça va? Très bien, et vous? Bah, très bien. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Et c'est vrai. Alors moi, je vais, comme c'est la première fois que je vous ai sur le plateau, je vais vous poser la question. Et on a fait beaucoup d'émissions pour savoir. J'ai animé aussi des conférences. On était ensemble. Crise ou pas crise. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant à chaque fois d'avoir un son de cloche d'observateur du marché. Quand ça vient de chez les promoteurs, c'est une chose. Quand ça vient des agents immobiliers, c'est une autre. Quand on vient des journalistes et amis confrères qui observent ça, c'est une chose. Mais quand on vient des professionnels aussi, c'est autre chose. Alors, crise ou pas crise? Alors, merci d'abord pour l'invitation.
Alors, crise ou pas crise, il y a vraiment un débat sur la notion de crise, parce que certains vous disent que quand on parle de crise, ça nous ramène à un phénomène beaucoup plus grave qui est celui des subprimes qu'a connu les États-Unis, l'Europe, etc. dans les années 2008-2009. Et ça, c'était la vraie crise qui a donné des faillites en cascade, etc. Et qu'au Maroc, on est quand même loin de cette crise. Maintenant, on peut parler que depuis des années, il y a quand même un vrai problème avec ce secteur, parce que s'il n'y a pas de crise au sens strict, comme je viens de le dire, il y a quand même des problèmes de commercialisation, il y a des problèmes de développement de projets immobiliers. On est à la fin d'un cycle, et donc on est dans une année de transition 2020, avec le bon et le moins bon à attendre pour cette année 2020. On reviendra plus en détail si vous le souhaitez sur ce point. Donc, crise au sens qu'a connu le monde, je dirais, et l'Europe, non. Maintenant, il y a c'est un secteur qui est en méforme. Ça, c'est méforme. Oui, ça va pas. Depuis quelques années déjà, je pense depuis 2010-2011 que nous sommes dans une phase. Le secteur de l'immobilier se cherche un petit peu à l'image de l'économie marocaine. Il y a bien une commission pour réfléchir sur le modèle de développement. Peut-être qu'il faudrait aussi une commission pour réfléchir sur quel modèle de développement immobilier à mettre en place pour la prochaine décennie. Parce qu'on arrive à la fin de cette décennie 2010-2020 pour lequel on avait lancé un dispositif pour le logement social. Alors nous sommes déjà en 2020, donc il y a une forme d'attentisme. Cet attentisme est relayé par une situation beaucoup plus générale. L'économie marocaine n'est pas au mieux de sa forme, et le secteur de l'immobilier, comme celui du bâtiment, de la construction, en fait partie, et lui non plus. C'est pas bon, les chiffres en attestent. Il y a des indicateurs factuels, par exemple comme celui de l'indice de la Banque Maghreb de la conservation foncière. Quand vous prenez tous les agrégats, en glissement annuel, les transactions sont en recul et les prix sont en légère hausse. D'accord. Sauf deux villes, j'ai regardé ça de près, Marrakech et Tanger, où les transactions ont augmenté. Bon, peut-être qu'on peut expliquer ça parce que Tanger et Marrakech ont connu une crise. Ça a chuté. Et donc ça a beaucoup chuté, ça a fait créer un appel d'air, tant mieux. Mais disons que pour, par exemple, Casablanca, Rabat, etc., il y a un recul sur des biens résidentiels comme les villas, beaucoup, les maisons, un peu moins sur les appartements, mais disons que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et donc, en glissement annuel, recul des transactions et hausse paradoxalement des prix. Est-ce qu'on est, alors moi c'est la question que je pose toujours, je vous écoute et c'est vrai que moi le secteur immobilier c'est un secteur qui me passionne parce que il est il va au-delà d'un secteur, d'un simple secteur d'une société, parce qu'il, encore une fois, j'ai dit, il façonne les villes, il façonne la façon avec laquelle les gens vivent, avec laquelle les gens se mélangent. C'est l'image de la mixité ou pas de la société. On fait très rarement, on parle très rarement de sociologie immobilière, à savoir qui est fait de l'architecture. Il y avait de grandes sessions de cours dédiés seulement à la sociologie des grands ensembles immobiliers. Ici, on a l'impression j'ai pas l'impression qu'on les fait quand on voit la manière avec laquelle l'urbanisation est opérée. Mais au-delà de ça, le prix de l'immobilier au Maroc, ça je vous pose la question en tant que consultant immobilier, vraiment en sortant la tête du guidon, parce que nous on a souvent fait cet exercice pour faire des comparatifs et en rajoutant, en pondérant avec des éléments très spécifiques au Maroc, c'est-à-dire qu'on pourra jamais comparer le prix moyen d'un appartement en ville comparé au pouvoir d'achat moyen, sachant qu'on a des populations qui ont des niveaux de revenus avec des écarts types qui sont absolument incroyables. Donc la moyenne ne veut rien dire, mais si on compare, on va dire, au cadre qui touche urbain, qui touche dans un ménage qui touche on est très généreux parce que pour le HCP ça va être considéré comme des riches, mais pour des Casablancais 20 000 dirhams par mois pour un ménage c'est pas riche du tout, qu'on soit clair.
on avait fait le petit exercice de voir que une ville comme Berlin ou comme Paris est beaucoup moins chère, ou Lisbonne, ou beaucoup moins chère, comme Paris, et Paris qui est une ville les plus chères au monde, est beaucoup moins cher que Casablanca pour acheter un appartement. C'est-à-dire en ratio par rapport au pouvoir d'achat d'une population particulière. Même, on parle même pas de la moyenne marocaine. Donc il y a un moment, rationnellement, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où même les pouvoirs publics, où on va se dire mais comment est-ce que c'est possible, et est-ce que le tassement qu'on est en train de voir, la correction, la crise, c'est peut-être pas un bon signe pour qu'on aille vers finalement la vraie valeur de la crise immobilière, qui est finalement peut-être ce qu'on a vécu juste avant la bulle de 2000-2001. Alors, vous avez raison, il y a un peu de tout dans ce marché. Il y a plusieurs marchés dans le marché. D'accord, Casablanca est un marché à elle seule. Oui. Ensuite, j'ai tendance à dire que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. On va revenir à chaque fois à ce problème d'offre qui n'est pas adapté à la demande. Alors, ou bien l'offre, elle est bien localisée, elle répond à la demande, mais elle est hors de prix. Ou alors, elle est à un prix correct, qui répond à une demande, mais elle est mal située. Et là, on retrouve deux grands écarts entre les biens au standing, et pour lesquels la demande est bien servie, les biens logements sociaux, où également presque on arrive à saturation, et le produit s'essouffle, mais entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Il y a toujours ce problème d'offre intermédiaire pour une classe moyenne qui n'a pas envie de vivre à 20 km d'un centre urbain, mais qui a des besoins pour se loger en centre-ville, mais à des prix qui ne sont pas stratosphériques. C'est-à-dire, comme vous avez dit, quand on touche 20 000 dirhams, on ne peut pas payer une traite de 9 000 ou 10 000 dirhams, c'est pas possible. Non, mais aujourd'hui, moi, c'est ça ce côté irrationnel et de Hainbein, que on s'y est habitué, de se dire mais ouais, j'ai acheté un appartement à 4 millions de dirhams. Je dis, mais tu touches combien, mon vieux? C'est des gens qui s'endettent. Oui, non, mais sur au-delà de s'endetter, il y a un moment, est-ce qu'on va dire les choses telles qu'elles sont, et vraiment, c'est juste encore une fois pour contribuer au nouveau modèle de développement économique. J'essaye d'amener ça vers une question qui est claire. Dans tous les pays du monde où il y a de l'argent à blanchir, l'immobilier est un des premiers secteurs. Est-ce que le blanchiment, je pose la question vraiment de but en blanc, est-ce que le blanchiment d'argent dans le immobilier continue, ou il est en baisse, parce que il y a un moment donné, on avait fait une petite analyse aussi, c'est que sur le haut standing, on allait dans des projets où on voyait des gens acheter des appartements comme s'ils achetaient des patates. C'est-à-dire, ils en achetaient 4 ou 5. Oui, ça, on a connu ça en 2007. Mais même, jusqu'à très récemment. Ces gens-là, faut me dire, dans un pays comme le nôtre, d'où venait cet argent pour acheter 4-5 appartements. Ça a changé depuis le resserrement des mailles fiscales. Aujourd'hui, la source, c'est Harry. Ouais. C'est-à-dire tous les revenus la poignée de gens qui faisaient le marché n'achètent plus. Les revenus non déclarés qui étaient recyclés dans le marché, aujourd'hui la source c'est Harry. Aujourd'hui, tu achètes c'est-à-dire d'où provient cet argent. Donc qu'est-ce que les gens ont fait? Ils se sont rétractés et ça a une conséquence directe. On est d'accord sur le marché. D'accord. Bon, c'est pas de l'argent qui vient d'activités illicites forcément, mais ça peut être des revenus générés au noir, etc. Des professions qui ne facturent pas et donc qui se disent bon, ils achètent du foncier une fois ils achètent un appartement et ça a contribué à beaucoup dynamiser le marché. Maintenant cette source c'est Harry. D'accord. Et deuxième corollaire, et ça peut-être c'est une forme, c'est un rétropédalage peut-être, mais c'est aussi une forme peut-être d'espoir pour 2020, l'amnistie sur le cash dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ça va peut-être, une des conséquences, ça va être peut-être le fait de réinjecter ça dans le circuit. Les gens qui ont beaucoup de cash, qui se disent bon, finalement, je paye 5% et je peux revenir sur le marché et acheter parce que cet argent maintenant n'est plus illicite. J'ai payé ma contribution et je peux réinvestir. Je pense que ça aura un effet également parce qu'aujourd'hui quand vous discutez avec les promoteurs, ils ressentent depuis 2 ans. Mais c'est-à-dire que en gros, on regrette l'époque où il y avait des gens qui avaient du pognon qui cachaient et qu'ils allaient investir dans de l'immobilier parce que ça leur permettrait de le blanchir, en leur disant bah tiens on va vous faire une amnistie les enfants parce qu'on a besoin de ces liquidités. Moi ça me rend dingue ça. Mais moi ça me rend dingue. Je suis désolé, ça me rend dingue. Oui, mais aujourd'hui,
on s'est rendu compte qu'il fallait faire un rétropédalage. Et toutes les amnisties en cascade qu'on a vu se mettre en place pour la loi de finances 2020... Et les gens qui paient leurs impôts depuis des années, ceux-là... on n'en a rien à faire. Continuera à payer leurs impôts. Et les autres, ils vont se dire, super, j'ai bien fait d'attendre, je vais payer que 5%. Ça va avoir aussi un autre corollaire, ça va faire obliger certaines personnes à rentrer dans le rang. Parce qu'ils seront maintenant répertoriés, et du fait qu'ils auront payé, demain on saura que c'est des gens qui peuvent être éligibles aux impôts. Ouais. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, il est 10h37, on parle de la crise immobilière aujourd'hui, 0522 95 36 70 ou 80 à la page Facebook des experts. Enfin, je parle de crise immobilière, mais en même temps, on ne sait pas si c'est vraiment une crise et à quoi ça correspond. On essaie de comprendre, de voir si les prix vont baisser. Amine Mernessi est avec nous aujourd'hui, consultant en immobilier, maître Younes Anibar également. Et on parlait de confiance, et c'est vrai que je l'ai dit en début d'émission, est-ce que ces scandales immobiliers liés à la VEFA et qui est aujourd'hui que nous dénonçons depuis plusieurs années maintenant, c'est pas de nature à rétablir la confiance pour le marché. C'est-à-dire que ce qu'on vient de dire, et notamment si on n'a plus cette poignée de gens qui jouent au Monopoly, quoi, finalement, en achetant avec du cash dont on sait pas d'où il vient, parce que sincèrement je rappelle juste encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça normal. Ils ont de l'argent. On est dans un pays quand même, on n'est pas un pays riche, industrialisé, donc je suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais à un moment, il faut se poser des questions. Quand vous avez des gens qui sont capables d'acheter 5-6 appartements d'un coup, on voit pas ça dans des pays avancés économiquement, qu'on soit clair. Hein. Et donc, il y a un moment, il faut vraiment se poser la question. Donc là, si la chose peut être vertueuse du fait que cette poignée de gens n'achètent plus parce qu'ils ont peur du fisc, qu'ils ont peur des redressements personnels fiscaux, ça veut dire qu'on va avoir enfin affaire au vrai marché, aux vrais consommateurs, aux gens qui achètent 1 à 2 fois dans leur vie, ce qui est encore, c'est-à-dire et qui est 1 à 2 fois dans leur vie, donc c'est-à-dire revenir à des prix qui sont normaux. Mais là, avec ces scandales, est-ce que les gens, ils ont encore confiance? Et on parle bien d'achat du neuf, là, hein, on parle pas des transactions dans le marché secondaire. C'est un autre facteur qui contribue à la crise. On a parlé de confiance, et la confiance, de par le vécu, ce qu'on voit, le nombre de contestations et de litiges qui sont portés devant les tribunaux, c'est en raison d'abord d'un vide juridique. Je parle bien d'un vide juridique parce que on en a parlé la dernière fois, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas de cadre juridique qui régit la promesse de vente dans sa globalité. Il n'y a pas de chapitre, comme j'avais dit. Il y a des textes disparates et cette disparité de textes permet des interprétations très différentes et ça ne contribue pas à instaurer la confiance requise. On a parlé de la VEFA justement, avec cette loi la première version, la deuxième version qui est pire que la première. Les gens n'ont plus confiance et puis la médiatisation des problèmes fait qu'aujourd'hui, les futurs acquéreurs, parce qu'il s'agit de projets de vie, réfléchissent 10 000 fois avant de s'engager avec un promoteur. Ça contribue également à ce que des ventes ne s'effectuent pas. Et puis voilà, donc les décisions de justice ne suivent pas non plus pour réinstaurer ce climat de confiance. Et la conséquence, on l'a vu aujourd'hui avec les scandales à répétition. D'ailleurs, Bab Darna, ça a été le commencement. Je présume qu'il y en a d'autres. Nous, le commencement, on l'a eu depuis longtemps. C'est juste que c'était épars. Médiatisé. Voilà, médiatisé et concentré sur des centaines de gens et qui ont montré finalement l'absence totale de contrôle des autorités et vraiment montré que finalement les autorités n'en ont que faire et que ce secteur il est on le laisse, c'est un chèque en blanc qui est donné mais il y a quand même une prise de conscience parce que les acquéreurs mais de la part des acquéreurs, les consommateurs de façon générale, les associations de protection de consommateurs, avec le peu de moyens dont elles disposent, elles essaient de contribuer à l'information, à l'orientation du consommateur de façon générale. Aujourd'hui, les gens prennent connaissance des problèmes que pose la rédaction de ce genre d'actes. Voilà, donc les gens réfléchissent 10 fois avant et puis on cherche à ce que le bien soit, d'ailleurs on a conseillé pas mal de fois les futurs acquéreurs, afin d'éviter ces problèmes liés à l'aventure plan, d'acheter des biens finis. Et pour qu'il y ait des biens finis, le promoteur fait appel à des crédits bancaires. Toute la philosophie de la VEFA justement, c'est de financer le bien avec les avances des acquéreurs. Donc tout ça, ça contribue à creuser le fossé entre promoteurs et acquéreurs.
Alors, ce que dit Maître Annibar est tout à fait vrai. Maintenant, je voudrais revenir sur 2 points. Il y a, concernant ce métier, concernant ce secteur de l'immobilier, il y a 2 portes grandes ouvertes à tous les vents. La première, c'est pour moi l'accès à la profession, qui est toujours non réglementée. On est en 2020, on en entend parler depuis 20 ans. Aujourd'hui, n'importe qui peut être promoteur. Oui. D'accord. La seconde, c'est effectivement la vente sur plan, qui est un vrai traquenard. Alors, bon, pour ne pas être injuste, je voudrais pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la profession. Certains promoteurs, j'en connais, travaillent sérieusement. Il y en a pas beaucoup. Oui, je confirme. J'en connais aussi, bien sûr. Mais rare. Oui. Rare. Qui travaillent sérieusement et qui même livrent avant le délai promis. J'en connais. Ça existe. Le seul qu'on a reçu et qui a accepté de venir sur ce plateau, on va pas le reciter, mais parce que il nous avait expliqué que oui, c'est possible de le faire. Oui. C'est possible. Maintenant, mais c'est possible de le faire avec éthique et sans vouloir devenir milliardaire du jour au lendemain. Exact. Voilà. Alors, il y en a qui travaillent en respect, en responsabilité, en conscience. Voilà, il faut le souligner. Maintenant, il y a le reste. Le reste, c'est pas de la vente sur plan, c'est de la vente sur rien en fait. Parce que le cas que vous avez parlant de Babdallah, c'est même pas de la promotion immobilière, c'est de la délinquance. C'est de la délinquance financière, économique, en col blanc, appelez-la comme vous voulez. Mais il aurait été dans l'huile d'olive ou là dans les motocyclettes, il aurait fait la même chose. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un cas à part. C'est vraiment kafkaïen. C'est Arsène Lupin. Il a monté des choses fictives, etc. Donc vraiment, il faut pas mélanger parce que ça va nuire à tout le monde. Et je pense que des gars comme ça font du mal, bien sûr, aux acquéreurs, au marché, mais également aux gens sérieux et honnêtes. Maintenant, le problème, c'est que le modèle économique de l'immobilier partout dans le monde, il est basé sur la vente sur plan. On construit rien, on vend un produit fini. Tout le monde vend sur plan, mais sauf que il faut qu'il y ait un arsenal juridique et des verrous très importants pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Parce que sinon, quand il y a dérapage, c'est très difficile de rattraper par la suite. Moi, je serais curieux de savoir, entre la date, la première fois où on a déposé plainte contre ce monsieur, ça fait combien d'années, et le moment où il a été appréhendé, combien d'années se sont écoulées pour faire 1200 victimes. On l'aurait arrêté au bout de la 10e. Oui. Je pense tout à fait, exactement. On ne serait pas arrivé à ce constat. Donc, il y a du laxisme. Chacun doit prendre ses responsabilités. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités, parce que des situations comme ça qui deviennent par la suite ingérables et qui impactent, qui ont un impact considérable au Maroc et à l'étranger, il y a possibilité de les circonscrire à condition d'être avoir une célérité, une rapidité, et il faut que la sanction tombe rapidement. Il faut qu'il y ait une volonté aussi. Bien sûr, il faut qu'il y ait une volonté. C'est pour ça que j'ai dit que chacun doit prendre ses responsabilités, les autorités en premier. Parce que c'est quand même curieux que l'un des secteurs qui est le plus réglementé, où il faut beaucoup d'autorisations. Demandez aux professionnels de l'immobilier, ils vous diront, on a une centaine d'autorisations à avoir, des signatures, etc. On trouve quand même le moyen de rentrer par une brèche et de commettre ce type de délit. Ça veut dire qu'il y a de la corruption, qu'il y a des passe-droits, etc. Et donc les gens en profitent. Maintenant, je pense que il faut délimiter les responsabilités, et surtout, ça serait dommage de tuer dans l'œuf la VEFA, parce que je trouve que c'est un levier, pas au Maroc, mais partout dans le monde, pour développer le marché. On n'a pas c'est vrai, on n'a pas. Non. Il y a deux choses. Profession réglementée, non. Elle n'est absolument pas réglementée. Oui, c'est ce que j'ai dit. N'importe qui peut être promoteur. Oui, tout à fait. Mais après, le code de la construction, mais encore une fois, là aussi, c'est truffé, comme on a dit, soit c'est anormal. De laxisme ou de corruption, parce que, ou alors c'est 2 poids 2 mesures, parce que, on prend toujours cet exemple, c'est vrai je le prends à chaque fois, mais c'est une réalité. On ne peut pas me dire, au niveau des autorités, qu'on n'est pas au courant, par exemple, de ce que s'était passé Babdallah. Je ne peux pas accepter ça dans un pays comme le nôtre, où lorsque vous allez juste essayer de détruire le mur de votre cuisine, vous avez le muqaddam qui arrive pour vous dire et qu'on me dise qu'on ne sait pas qu'un gars était en train de vendre des appartements sur des terrains qui ne lui appartenaient pas. Je ne peux pas, moi,
avoir qu'on me dise que c'est une insulte à l'intelligence monumentale dans un pays où le renseignement, où vous savez ce que vous faites au coin de la rue, vous avez 15 personnes qui savent ce que vous faites, vous particuliers. Donc il y a un moment, faut arrêter de nous dire que on n'était pas au courant. Non. C'est pas possible. Il y a des responsabilités, c'est clair. Comme vous avez dit, c'est tellement gros que c'est impossible qu'on passe à côté. C'est pas possible. Non, voilà. Et surtout, moi, ce qui interpelle, c'est qu'entre le moment où on a déposé les premières plaintes contre ce monsieur et le moment où on l'a appréhendé, si vous calculez, il a trouvé 4-5 ans. Et il se promenait et il continuait à faire des victimes. Donc pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté? Le gros problème, la conséquence qui en a découlé, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, nous avons presque 1200, 800, je pense, dans un premier temps. On va dire même 500 victimes. Il est aujourd'hui encore plus difficile de trouver des solutions pour indemniser 500 victimes ou au moins récupérer leurs avances. Si les plaintes avaient été traitées, les 4-5 premiers cas, ça aurait été facile. On aurait prévenu le problème. Voilà. Et là, aujourd'hui, il y a un blocage parce qu'aujourd'hui, les victimes, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est pas le fait que le responsable soit mis sous les verrous, mais régler le problème. Qu'est-ce qu'on fait pour les avances qui ont été avancées? Maintenant, la solution juridique, elle est où? Nous avons parlé de redressement judiciaire, mise sous séquestre, il y a plusieurs moyens, mais est-ce que ça répond aux besoins? Effectivement, il y a une responsabilité. Vous savez, si on creuse un petit peu, il y a une responsabilité, on peut engager une responsabilité des autorités. Qu'est-ce qui a été fait ou bien qu'est-ce qui n'a pas été fait pour qu'il y ait comme conséquence aujourd'hui l'impossibilité ou au moins le temps que va prendre la mise en place d'un système juridique pour réindemniser ces gens. Un fonds d'indemnisation, je ne sais pas comment on peut faire. Pas comment faire, c'est très très compliqué. Non, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on comprend pas que dans la chaîne de valeur aujourd'hui de l'immobilier, le promoteur, il peut venir de n'importe où, alors que l'architecte, il doit être autorisé, il y a un ordre professionnel, le géomètre la même chose, le notaire, etc. Tous ces métiers-là, aujourd'hui, ils doivent avoir une autorisation du gouvernement, etc. pour exercer. Le promoteur, il peut venir de n'importe quel horizon, se lancer dans la promotion immobilière et je pense que le secteur des avances et encaisser des avances. Non, et plus grave que ça, c'est qu'aujourd'hui ça a des conséquences en chaîne. D'accord. On parle des victimes, personnes physiques qui se sont fait flouer, mais il y a aussi des entreprises qui se sont fait avoir. Il y a des gens qui ont vendu des terrains qui n'ont pas été payés, etc., etc. Donc vraiment, c'est un phénomène très grave qui a un effet boule de neige, sans parler de la réputation. Bien sûr. 10h50, on a Khadija au téléphone. Bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour, monsieur Tedlaoui. Bonjour Lala. Merci pour votre émission et je voudrais intervenir, s'il vous plaît, concernant les maisons économiques. Les maisons économiques, j'ai constaté qu'il y a un gros problème et qu'il y a une mafia qui profite de la subvention de l'État et que les autorités y sont impliquées et que côté Mkansa, il y a des projets maisons économiques qui ne vont être achevés que d'après 3 ans, et qu'on est obligé de payer les 250 000 sans avoir aucun papier qui justifie ces paiements. Un bout de papier que tu remplis et que tu verses les 250 000 et tu n'as aucune protection. Et à mon avis, ce ne sont pas les gens qui ont besoin de ça qui vont bénéficier. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui bénéficie de ces projets-là. Parce que quelqu'un qui touche le SMIC, comment voulez-vous qu'il ait 250 000 et qu'il paye sur place? Ah oui, c'est pas la logique du logement économique, oui. Voilà. Même et juridique. Si vous voulez que je cite les noms de ces gens-là. Non, merci. C'est un gros problème et moi j'ai un courtier qui veut acheter et qui veut verser les 100 000, mais aucun moyen aucun respect pour la loi. Et il y a même des maisons économiques qui vendent à 350 000, c'est-à-dire les 100 000 que tu dois verser les 100 000 en noir. Et je ne sais pas comment ces gens-là, ils sont protégés et que personne ne peut intervenir. Et j'ai même constaté, j'ai parlé avec quelqu'un. Ils demandent 100 000 non déclarés. Non, pas 100 000. Ils demandent 250 000. Ah, pour les gens qui vendent en noir, qui vendent
Pour les maisons économiques, ils les vendent à 350 000. C'est pas possible. Ben, si vous voulez que je cite les noms, il n'y a pas de... Ben oui, mais c'est un gros problème. Ah oui, mais bon, moi je peux pas vous laisser citer un nom si je vérifie pas derrière, madame. Mais non, mais vous me le direz, on garde votre numéro, vous me le direz après. Côté Mkansa, il n'y a pas de problème. Ça marche. Je suis prête à venir chez vous et parler, il n'y a aucun problème. Parce que ce n'est pas normal. Bah, bien sûr que c'est pas normal. Bon. Il y a les autorités, ils sont impliqués. Il y a le Qaïd là qui prend pour ses enfants et je ne sais pas qui, parce que c'est un quartier qui va prendre de la valeur par la suite. Et ce n'est pas les gens qui sont pauvres qui bénéficient de ça. Bien, merci Khadija. On a parlé de responsabilité, on y est. Le logement social, il y a des conditions. Abstraction faite de tout ça, le cadre juridique applicable, c'est une vente immobilière qui doit répondre à des conditions, c'est-à-dire passage acte notarié. Voilà, maintenant payer entre les mains du promoteur directement contre un petit reçu et dire attendez que le bien soit prêt. Je ne sais même pas s'il y a des titres fonciers qui ont été attribués à chaque bien. Voilà, donc on est dans l'impunité totale au vu et au su éventuellement des autorités. Je pense qu'il faut pas céder à ce type d'offres, parce que d'abord le logement social aujourd'hui, il y a une offre qui est très importante, abondante, et dans la région qu'elle cite, elle pourrait aller voir ailleurs. Quand il y a ce type de promoteur qui fait ça, il faut boycotter. Il faut surtout pas entrer. Le logement social, c'est 250 000 dirhams, point barre. Il n'y a pas autre chose. Après, si c'est autre chose, c'est du moyen standing ou ça sort du cadre, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut être précis, parce que madame parle d'une maison économique. Bon, le logement social, il est défini, en niveau métrage, etc., superficie. Maintenant, l'offre, elle est abondante et il y a même, aujourd'hui, il y a tellement d'offres qu'on peut acheter des biens finis partout au Maroc, pas uniquement à Casablanca. Mais un autre élément, je pense que il faudrait quand même rester vigilant sur cette histoire de VFA, parce que peu de gens l'appliquent. D'accord, la VFA, n'est-ce pas, maître, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ce soit la première mouture ou la seconde, elle reste difficilement applicable. Donc, les promoteurs doivent trouver des produits, des solutions un peu hybrides, qui les arrangent et en même temps qui arrangent l'acquéreur, notamment en termes d'avance. Mais l'essentiel, c'est que aujourd'hui, parce qu'on parlait de confiance, on a pour coutume de parler de service après-vente. Ouais. Une fois qu'on achète, on est bien content que le promoteur ne disparaisse pas s'il y a un problème qui lui incombe, par exemple un problème d'étanchéité, n'est-ce pas? Et on aimerait qu'il, une fois même installé chez nous, si on fait appel à lui, qu'il puisse arranger ce qui lui incombe. Mais il n'y a pas que le service après-vente. Je parle aussi du service avant-vente. Le service avant-vente, c'est quoi? C'est lorsque vous appelez quelqu'un qui vous donne une avance sur un bien qui n'est pas encore existant. D'accord? Entre le moment où il signe ce contrat de réservation et le moment où il va signer le contrat de vente définitif, il va s'écouler plusieurs mois, voire 2 ans, 3 ans. Et ben, c'est très important de rester à l'écoute. Quand il appelle et qu'il veut une information, on lui répond pas dans les 3 semaines, mais dans les 2-3 jours maximum. Il faut rester transparent, répondre à tout ce qui peut être une source d'inquiétude. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la confiance est entamée et les gens qui souhaitent continuer à vendre sur plan, eh ben, ils doivent s'armer de la plus grande rigueur. Et la plus grande rigueur passe par de la transparence, par de l'information, de la communication et surtout, ne pas laisser traîner une demande de la part de quelqu'un qui vous a donné une avance. Et en se disant, bon, c'est pas grave, je le tiens, il a donné une avance, il reviendra, même si je tarde. Non. S'il y a un retard, il faut s'expliquer. Il faut dire pourquoi il y a retard. Il faut pas faire l'autruche. Aujourd'hui, le marché, il est fébrile. Et le moindre doute, il a un effet boule de neige. Donc aujourd'hui, un promoteur qui veut continuer à vendre sur plan et qui veut conserver la confiance de ses acquéreurs doit rester à l'écoute et surtout être transparent et visible. Oui, mais le problème qu'on a, c'est que alors mettez juste le casque sur les oreilles, sinon ça va siffler. Le problème, c'est que c'est au bon vouloir
d'un promoteur. C'est-à-dire que mais quand il vendra plus, ça sera plus à son bon vouloir. Mais on a l'impression aujourd'hui c'est le marché qui dit non. Mais c'est là où je suis pas d'accord. C'est notre point de désaccord. C'est là où je suis pas d'accord. C'est que, et ça revient à cette histoire de blanchiment, et je suis désolé d'insister là-dessus. C'est que on a eu à un moment, vous avez tous les journaux qui titraient crise immobilière, les promoteurs dans la tourmente, etc. Je n'ai vu aucun, c'est pas ce que je leur souhaite, mais j'ai vu aucun promoteur mettre la clé sous la porte. Et moi, dans mes cours d'économie les plus basiques, sans avoir fait une licence en économie, je sais que quand il y a une crise quelque part, il y a c'est pas une baisse. C'est pas la crise au sens mais je peux vous montrer, cataclysmique. On va ensemble à Marrakech, on va ensemble ici à Casablanca, le nombre d'appartements qui sont vides, et que des promoteurs, on a l'impression qu'ils n'ont pas besoin de vendre. Donc il y a un moment, il faut se poser la vraie question. Il faut se poser une question, parce que ce que vous êtes en train de me dire, ça veut dire... s'il y a une logique de marché qui est celle qu'on connaît, à savoir je construis, je n'arrive pas à vendre, mais comme n'importe quelle entreprise, je suis mal, quoi. Mais là, il y a des promoteurs qui ont des stocks monumentaux et qui, on a l'impression, ils continuent à construire. Faut m'expliquer la logique business. Croyez-moi, les promoteurs qui traînent des casseroles construisent de moins en moins. Parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils ont du stock, ils n'arrivent pas à l'écouler parce qu'ils sont plombés. Maintenant, ceux qui travaillent proprement, et ils ont compris qu'aujourd'hui, le client, il faut le rassurer. Et le rassurer, ça veut dire le tenir, l'accompagner, le prendre par la main du premier jour où il a signé ce contrat de réservation jusqu'à la vente finale. J'ai un cas sous les yeux où un client était pris par la main, où j'ai, pour le premier versement immeuble 3, niveau 0, numéro 302, lorsqu'il a donné le deuxième acompte, finalement c'est l'immeuble 2602. Donc on a changé le bien, il est allé visiter le bien, et c'est autre chose. Donc le bien pour lequel il s'est engagé le premier jour, on s'est arrangé à lui attribuer un autre bien. Donc regardez cette liberté que prennent certains promoteurs pendant cette phase, comme vous l'avez dit, de pré-livraison. Oui, c'est avant la. Alors, c'est-à-dire, ce qui est répréhensible, c'est ça, c'est cette liberté que prennent ces gens. Voilà. Donc il y a une loi, on la met de côté, mais on fait ce que bon nous semble en fonction de nos intérêts. J'ai une avance qui a été faite pour un bien. Le deuxième acompte a été fait, alors on a changé le bien. Pour un autre bien. Le bien il a été changé, un autre bien, carrément. Et l'acquéreur a accepté? Bien sûr que non, mais on n'y est pas encore. C'est-à-dire aujourd'hui, l'attribution juridique de la chose, c'est le titre foncier, mais il est allé visiter pour voir le bien. Je veux bien qu'on change de numéro, il n'y a pas de problème, mais qu'il porte sur le même bien. Oui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, on parle de la crise immobilière, on essaie de la comprendre en tout cas et de la décrypter pour vous aujourd'hui. 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Si vous voulez réagir, nous poser toutes vos questions. J'ai parlé tout à l'heure du référentiel de la DGI parce que ça aussi c'était un point lorsqu'on avait eu sur le plateau aussi le responsable de la direction générale des impôts et qui avait mis en place le référentiel. Alors moi je suis partagé. Encore une fois, d'un côté, je me dis c'est top parce que il fallait mettre à un moment donné de l'ordre dans le secteur, mettre fin à à tous les montants non déclarés, et voilà. Et de l'autre côté, le problème, c'est que c'est un référentiel qui s'autorégule sur la base des données que lui-même injecte et interagit avec lui-même. Donc le résultat c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui vous avez des quartiers, vous avez des prix au mètre carré qui sont donnés par le référentiel et qui finalement façonnent le marché. Et donc on a des gens qui empêchent le marché de baisser comme il devrait baisser. Alors, parce que je vous donne le cas de Mounir, par exemple, qui dit, j'ai un appartement à Casablanca, évalué selon le référentiel de la DGI à 2,8 millions, mais depuis 1 an et demi, on ne me propose pas plus de 2,1. Et si je le vends, cela ne me dérange pas, malgré les 370 000 dirhams d'impôts à payer, mais il nous dit que ce référentiel est en déphasage complet.
Et c'est là le problème qu'il y a, et c'est ça le vrai souci, et qui pour moi, encore une fois, je salue le dispositif, mais il est en train d'enlever toute logique au marché sur certaines villes, parce qu'il empêche le marché de baisser. Vous avez des gens qui veulent... On est quand même dans une société qui est... dans un système qui est ultra-libéral, ultra-capitaliste, mais par contre... On va dire non, vous vendez pas en dessous du marché, alors que normalement c'est ça qui fait réguler le marché, ça fait baisser les prix. Si demain vous avez des gens, et encore une fois on prend tout le temps cet exemple, les gens investissent dans de la pierre, demain ils ont un problème, ils ont une maladie, un incident dans la vie, etc. Je peux et je dois avoir le droit de vendre, même de brader, si oui, parce que j'ai besoin d'argent, et ça s'appelle faire une bonne affaire pour les gens qui vont l'acheter. Ouais, mais surtout avec là, c'est impossible. Surtout avec la crise, le problème de confiance, où les prix du neuf ont tendance à baisser. Donc s'ils baissent pour retrouver le montant de la deuxième main, ça n'a pas de sens. Tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'il manque de souplesse, le référentiel. Bon, il a le mérite d'exister. Oui, mais parce que avant c'était l'anarchie la plus totale. Il a permis de mettre un curseur quelque part. Ouais. Après, je pense que dans des cas extrêmes, de maladies, etc., il y a possibilité d'aller voir au cas par cas les impôts. On a posé la question, j'avais la personne des impôts sur le plateau, et on lui avait demandé avec Maître Alami la bonne foi, c'est-à-dire que avant de faire la transaction, on peut aller les voir. Est-ce qu'on a la possibilité d'aller voir, de dire Ayouadness, regardez, venez vérifier ce que vous voulez. Eh ben, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. J'ai pas dit que c'était simple, mais il y a quand même, je l'ai déjà expérimenté à titre personnel, où j'ai dû moi-même descendre dans l'arène et j'ai rencontré le fisc et j'ai dû plaider mon cas. Oui. A posteriori ou a priori? A posteriori. Oui. A posteriori. Et j'ai dû plaider mon cas, etc. Et bon. C'est passé. Maintenant, dans des cas extrêmes, bon, je pense qu'il y a moyen de trouver matière à discuter, mais c'est quand même compliqué parce que, comme on l'a déjà dit, mais il faut que ça soit clair. Non, on peut pas être dans l'hypothétique. D'abord, il faudrait qu'il soit plus réactif au marché, parce que le marché, on peut pas se permettre de mettre aujourd'hui un référentiel valable 12 mois. Non, il faudrait que ça soit 6 mois. Maximum, d'abord. Ensuite, il faut qu'on rentre plus de paramètres de différenciation. Sur le même palier, je peux avoir moi un bien qui vaut tant et mon voisin en face qui est à la même adresse, le même étage, etc. C'est le raisonnement que je posais à la personne des impôts. Je dis c'est un référentiel qui se nourrit maintenant par lui-même. C'est-à-dire que c'est trop tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un quartier trop statique. Il est encore trop statique. Non, mais même le référentiel fixe à 14 000. Ce référentiel, de fait, interdit les ventes en dessous de 14 000. Non mais c'est sur la base de quoi? S'il n'interdit pas, vous vendez, vous allez vous faire redresser. C'est tout. Donc, les gens, regardez, les gens ne vendent pas. Ça bloque pragmatique. Ça bloque le marché. Voilà. Vous avez des gens qui refusent de vendre. Qui refusent d'être redressés sur un montant qu'ils n'ont pas payé. Ce qui est normal. Ce qui est normal, bien sûr. Ce qui est normal. Donc, finalement, petit à petit, ce référentiel se nourrit de ses propres données. Donc il y a un moment, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce référentiel trouve vraiment toute sa pleine utilité, qui est là, qui est réelle et qu'il faut, mais comme on a dit il faut plus de souplesse, il faut plus de souplesse, plus de réactivité au marché, plus de paramètres effectivement, et laisser la liberté. Et laisser vendre en dessous du marché. Oui, non, c'est-à-dire que tout est justifiable. Si vous voulez vendre en dessous du marché, c'est parce que peut-être votre bien, même s'il est dans le même immeuble, il n'est pas exposé au soleil, donc il a une moins-value. Vous n'avez pas fait de travaux, etc. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont qu'on peut quantifier et dire bon, mon bien ne vaut pas 14 000, il vaut aujourd'hui sur le marché 11 000, et mon voisin d'en face, son bien vaut 17 000. Oui, bien sûr. Voilà, c'est tout. Je pense que les impôts devraient comprendre ça. C'est pas quand même. Non, alors ça ils l'ont compris, mais ils l'ont compris parce que justement quand on en avait parlé, on nous dit voilà, on essaye de voir comment on va insuffler et injecter des nouveaux paramètres, mais c'est compliqué parce que il faut qu'il y ait. Oui, parce qu'il y a aussi les gens de bonne foi, aussi de mauvaise foi, parce que vous ouvrez la brèche aussi. Non mais Younes, on était dans une ère où tout le monde était dans le même panier.
Oui. Et c'était avant le référentiel. Oui. Où on vous disait, vous êtes redressé de toute façon, quoi qu'il arrive. De facto. Donc ça veut dire, quand vous redressez 99% des cas, c'est-à-dire que vous faites confiance à personne. Le référentiel est venu justement pour rétablir un peu de confiance. Si là, on réfléchit encore à se dire, il y a toujours des mecs qui vont se mettre dans la brèche. Donc, on a mal à la tête, on coupe la tête, c'est fini, quoi. On arrête. C'est un outil qui est perfectible. C'est-à-dire qu'il y a moyen de l'améliorer à condition qu'il y ait. Faut pas que ça reste dogmatique parce que c'est ça. Voilà. Trop dirigé. Il faut que ça soit souple, que les impôts fassent un effort, que de part et d'autre, et qu'il faut que ça soit fait surtout en concertation, parce que les impôts tout seuls ne peuvent pas décréter comme ça un prix du marché. Et ils ont des indicateurs, certes, sur des ventes qui se sont réalisées, etc. Mais il y a toujours à boire et à manger. Non, mais ces paramètres, effectivement, et ces critères, voilà, faut rajouter encore des paramètres, parce que finalement, et ça a été posé, hein, j'ai un cas que je traite actuellement. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. On a Mohamed au téléphone, bonjour. C'est Faisal, bonjour. Comment ça va? Bonjour les experts, ça va très bien. On s'est déjà vu plusieurs fois à l'extérieur de la radio, mais ça m'intrigue et j'adore tes émissions. C'est gentil. Ça donne un peu de lumière sur beaucoup de points sombres. Donc c'est pour cela que j'interviens un petit peu pour t'aider à mieux nous orienter, à mieux nous informer. Donc moi j'aimerais bien parler de la dernière affaire du promoteur qui est parti avec 400 millions de dirhams qui ont disparu. Bref, moi je suis juste curieux de savoir, moi je suis un peu dans le métier et quand je vois les autorisations, moi je suis architecte donc et quand je vois la souffrance qu'on a pour faire sortir un dossier normal avec les documents, dans les règles, etc., ça peut prendre de 6 mois jusqu'à 1 an. C'est ce qu'on a dit. Pour une autorisation, ça, je t'apprends rien. Mais ce qui est drôle, c'est que on a réussi à donner des autorisations pour ce promoteur sur d'abord des terrains qui lui appartiennent pas. Donc ces documents, ils sont passés par la commune, par la préfecture et par l'agence urbaine. Donc si personne n'a vu que le promoteur n'est pas propriétaire de son terrain, alors qu'il y a un service juridique de l'agence urbaine, je dirais à l'image des grandes structures et qui ne ratent rien, qui flient, comme on dit, ils vous ratent pas. Et quand il y a un petit problème, le dossier est rejeté, alors que là, le promoteur n'est pas propriétaire et le dossier est passé. Et quand on voit ce qu'ils font, ils font leur job au niveau de la préfecture et de la commune. Et ce qui est drôle, moi je viens de faire autoriser un projet dans la même circonscription que le promoteur sur Bouscois. Et quand j'ai vu toutes les personnes qui regardent de près et de loin tous les dossiers et les documents, ils regardent même les statuts, les pouvoirs et tout. Vraiment, c'est incroyable. Il y a des fois, on se demande pourquoi le Maroc va mal alors qu'il y a des gens qui travaillent aussi bien. Et quand on voit ce dossier passer, c'est qu'il y a un petit problème. Je dirais un gros problème. Ou bien ces gens-là, ils n'étaient pas là, ce qui m'étonne très fort. En plus, ça passe par la plate, soi-disant digitale. Ça, c'est une autre affaire. On en parlera une autre fois. D'ailleurs, il faut que tu fasses une émission spéciale Casa Urba ou Oras. Et tu vas voir, c'est de la rigolade. Le Marocain a inventé le digital manuel. C'est-à-dire, on dépose le dossier par plateforme. Oui, je mais sais. Il faut aller faire la tournée de tous les services avec papier, s'il vous plaît. Donc là, donc ça, c'est ma question. Comment on peut faire passer des dossiers à travers tous nos services, communes, préfecture, à la rigueur, si le gars il est passé sur un petit patelin perdu sur une montagne, je comprends. Mais là, il est en plein Casablanca. L'agence urbaine est super regardante. Ils ont un service super efficace. Mais tu sais, le pire dans tout ça, c'est que nous, on a fait notre petite enquête. Et que, avant qu'il escroque tout le monde, il a essayé à Darboisa. Il a été dénoncé parce que, vu les prix qu'il proposait, qui étaient bien en deçà du marché, d'autres promoteurs ont alerté les autorités qui sont venus et qui ont démantelé le bureau de vente.
parce qu'ils sont venus demander l'autorisation de construire et ils sont venus demander le certificat de propriété. Ils ne les avaient pas, donc ils ont enlevé le bureau de vente. Il est allé autre part et ça a été rebelote, ça a été fait 2 fois avant qu'ils puissent refaire encore tout ça. Moi, je trouve ça encore beaucoup plus grave. C'est-à-dire que les autorités locales, à chaque fois, étaient au courant. Donc, il y en a qui ont fait leur boulot. Il y a des connivences. Deux ont fait leur boulot, puisqu'ils ont enlevé le bureau de vente, qui était un mobil-home. Ils l'ont enlevé sous pression. Ils l'ont enlevé 2 fois. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à faire son forfait à un endroit, il est parti autre part. Ils lui ont encore enlevé, il est parti autre part. Et on le laisse faire les choses. C'est encore plus grave que ce qu'on pensait. Ouais. C'est encore plus grave. Donc, bon, bref. Le problème de gouvernance dont on a parlé tout à l'heure, il faut que, aujourd'hui, les autorités qui prennent leurs responsabilités. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est anormal que... Oui, mais là, je ne vois rien. Là, je ne vois pas d'enquête. Je ne vois personne se faire menacer au niveau des autorités parce que il y a tout le monde se dédouane. Ah bah tout le monde se dédouane. Le ministère vous dit, on a eu la ministre qui s'est dédouanée. Il y a un moment, personne n'est responsable. Donc il y a un moment, il y a un problème de structure qu'il faut régler à ce niveau-là parce que ça va boulot. On a Ouais. Vous parlez d'arnaque à la chaîne, c'est-à-dire d'ailleurs l'architecte qui a travaillé avec lui ou les architectes qui ont travaillé avec lui, on cite pas les noms, mais tout le monde sait que les promoteurs, entre guillemets, moi je généralise pas, mais je connais aucun promoteur qui n'a pas encore arnaqué un architecte, un bureau d'études ou une entreprise. J'en connais pas du tout. Je généralise pas. Non, si, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais ce qui est terrible, c'est que que ça soit l'architecte ou le notaire ou le bureau d'études, tout le monde se fasse piéger alors que ils baissent les prix, ils sont prêts à travailler comme ce qu'il a dit l'architecte. Il a dit, moi je n'ai pas signé de contrat, je n'ai pas reçu d'acompte. Mais attendez, là, il se fout de qui celui-là? Parce que pour pouvoir avoir déposé une demande d'autorisation, un des premiers documents à faire, c'est signer un contrat avec un architecte. Donc ça, c'est un document obligatoire. Donc comment il a fait cet architecte pour déposer une demande d'autorisation alors qu'il n'a pas signé de contrat? S'il a signé un contrat, il a mis un montant d'honoraires dedans. Donc là, lors des architectes, on ne réagit pas, c'est pas grave, ça arrive souvent. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va continuer à regarder les gens faire comme ça et pleurnicher. C'est quoi la solution? Parce que j'aime bien tes émissions, il y a beaucoup de choses, on dénonce. Mais est-ce qu'il y a des résultats jusqu'à maintenant? Non. Moi, je non, mais non, attendez, chacun son boulot. Il y a un moment, non, mais faut le dire. Chacun son boulot. C'est-à-dire que nous, on fait vraiment le maximum, et je peux vous le dire, avec vraiment de l'abnégation. On le fait sans aucune arrière-pensée et parce qu'on aime ce pays. Mais après, je suis désolé, il y a un manque de courage et ça, moi, je le dénonce tout le temps. Et je le dis, même dans la profession des architectes, dans la profession de notaire que je dénonce, il y a un moment, soit on fait le ménage dans sa profession, assez de corporatisme, et peut-être qu'on arrivera à avancer. Mais je suis sincèrement, chacun sa part. Hein. Je veux dire, à un moment, moi je peux pas aller prendre les... C'est Faisal, moi je te tire mon chapeau pour tout ce que tu fais et tout ce que tu dis, et tu pousses. Je vois, j'ai un plaisir monstre à écouter tes experts et je dirais ton engagement. Parce que souvent les journalistes, ils restent un peu à l'écart, mais toi, tu pousses les gens à réagir dans la bonne direction. Au contraire, c'est des émissions qu'on doit avoir partout, mais ce qui est dommage, c'est que les professions ne réagissent pas. Par exemple, les architectes, ils trouvent qu'il y a une morosité, mais quand un architecte demande 0,5% à un promoteur, alors que le promoteur se fait du 25 à 30%, moi j'ai travaillé pour un promoteur sur les logements économiques. Vous parlez tout à l'heure des logements économiques. On a fait vraiment l'étude de faisabilité. Je t'assure, c'est fait ça. J'ai preuve à l'appui. Le gars, il se fait 150 000 dirhams par logement de 250 000 dirhams. Où est-ce qu'il y a un métier qui rapporte autant et la moitié au noir? Donc, dites-moi, où il y a le mal, et il n'y a personne qui réagit. Personne ne dit rien. Et les architectes continuent à se prostituer, les notaires pareil, les bureaux d'études.
etc. Mais là, il est temps que les gens commencent à réagir un peu et de dire non, les promoteurs, c'est pas des shérifs avec des flingues, mais c'est un client comme un autre à qui on peut dire non aussi. Mais là, le problème, c'est qu'il y a d'autres qui disent oui, ils travaillent gratis. Ben, je comprends pourquoi les promoteurs arnaquent les gens. Bon, question, justement, on parle des architectes. Il y a eu la journée nationale de l'architecte. Elle a lieu aujourd'hui, ça démarre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est le 14, oui. C'est aujourd'hui. Voilà. Alors, petit appel. Voilà. Moi, je l'avais animé, je pense, il y a 2 ans. Moi, l'année dernière. Voilà. L'année dernière, bref. Voilà. On va voir s'ils vont en parler. Mais à un moment, si on n'aborde pas dans une journée comme ça, avec toute cette profession, des scandales comme ça, des trucs, je suis désolé qu'on vienne pas après me dire que la profession vienne se plaindre. Je le dis sincèrement et je fais un appel. Normalement, elle devrait, cette journée, à faire avancer. Non, cette journée devrait être dédiée à ça. Et pas essayer d'aller dans d'autres choses, parce qu'on a un problème central d'immobilier dans ce pays, et l'architecte est au centre également, et on avait beaucoup parlé des architectes signataires, je parle pas des architectes qui font vraiment le métier, mais les architectes signataires, eh ben, excusez-moi, la corporation des architectes fait pas le boulot. Comme les notaires, excusez-moi, ne font pas le ménage par rapport aux notaires véreux qui entachent toute une noble profession. Les architectes, c'est pareil. Les avocats, c'est pareil. Les médecins, c'est pareil. On est bien d'accord. Faut faire le ménage, quoi. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Dernière partie des experts, on parle de la crise immobilière aujourd'hui, il est 11h36 et on est ensemble jusqu'à midi. Vous continuez à nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 ou à réagir sur la page Facebook des experts. Maître Younes Anibar est avec nous, Amin Marnessi, consultant en immobilier, est avec nous également. On a Saad au téléphone, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Faisal, je suis content de vous retrouver. Je vous avais appelé la dernière fois lundi matin pour un problème que ma fille avait, c'était un projet écotouristique. Oui, absolument. Et ce matin, j'ai entendu un monsieur qui parlait de l'inefficacité des missions ou je sais pas quoi. Eh ben, figurez-vous qu'hier, le directeur du Centre régional d'investissement d'Agadir nous a appelé pour rendez-vous ce matin. Oui. Nous sommes allés le voir, ma femme et moi. Eh bien, la situation se débloque et c'est grâce à votre émission, parce qu'il nous a dit que M. Leftit, en personne, a appelé le directeur régional de l'équipement, d'où le problème venait exactement, et que ça allait dénouer, et on a été super bien réussi, et que M. Louali était au courant et tout ça. Et tout ça, c'est grâce à votre émission. Eh ben, écoutez, c'est gentil de nous appeler pour nous le dire. Non, mais je voulais absolument vous le dire parce que ça fait vraiment plaisir. Non, mais c'est vraiment, c'est à ça que ça sert. Je vais le dire aussi à la personne qui nous écoute, et Younes est avec moi pour témoigner. Oui. On fanfaronne pas. On fanfaronne pas, on le dit pas à chaque fois. Mais beaucoup de cas qu'on reçoit sont réglés. La dernière fois, on avait réglé un problème avec la direction générale des impôts. Oui. On a des gens qui nous écoutent et vraiment, la dernière fois, on a réglé un problème d'ATD qui devait pas être fait à une personne. Ça a été réglé dans la journée. On avait eu un problème de CNSS. Ça a été réglé dans la journée. On avait, bref, donc on a eu pas mal, énormément. Et je suis ravi. Et on a contribué aussi au débat sur la VFA, même si par contre, là ils ont fait par contre ce qu'ils voulaient. Je pense que franchement, dans l'immobilier, je baisse pas les bras, c'est pour ça que j'arrête pas. Il y a un moment où ça va donner ses fruits, mais le lobby est trop gros, les intérêts sont trop gros. Moi je pense, les intérêts sont trop gros, et le fait que la profession ne soit pas régulée, tu l'as dit tout à l'heure, Amine. Oui. Si on va je suis pas en train d'accuser personne, mais si on va à l'intérieur du Parlement, il y a beaucoup de députés qui sont sûrement des petits promoteurs immobiliers. Je le dis comme ça, et puis il y a pas besoin d'aller fouiner bien. Non mais c'est vrai, il y a un moment ils sont bien placés, sont les faiseurs. C'est quand même curieux que la profession de loi. Tant qu'on ne régule pas cette profession, tant qu'on ne dit pas un promoteur. Pour être promoteur, il faut avoir un agrément comme une agence de location de voitures, comme une agence de voyage, comme un médecin.
comme une banque, parce que être promoteur et quand on fait de la VFA, c'est faire de l'appel de fonds publics. Et puis une assurance, l'appel un fonds de garantie, public. voilà, exact. On a c'est quand même l'épargne des ménages. On appelle, c'est des projets de vie, on en a parlé c'est un tout projet à de l'heure. vie. Non, mais surtout, on a attendu la loi sur le crowdfunding, qui était bloquée. Pourquoi ? Parce que l'appel au fonds public, l'appel à l'épargne publique est fortement réglementé. Mais par contre, la promotion immobilière et la VFA, on n'a pas considéré ça comme un appel de fonds. Et donc, on a des sociétés à capital de 100 000 dirhams, SARL, qui ont pu prendre des millions et des millions de dirhams. Fais ça, tu imagines le pire, c'est-à-dire dans cette nouvelle version de la loi sur la VFA, c'est que avant le contrat préliminaire devait être établi après l'achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée, aujourd'hui, à l'obtention de l'autorisation de construire. Ah oui, donc c'est pire qu'avant. C'est pire. Ça veut dire une formalité administrative, voilà, permet l'établissement du contrat préliminaire et de faire appel et 5%. Voilà. Avec un droit de rétractation au bout d'un mois. Voilà, donc ça c'est alors contrat de réservation, ensuite le contrat préliminaire. Ça veut dire aujourd'hui, c'est une formalité administrative qui vous permet d'établir le contrat et donc de commencer à encaisser les avances de la part des gens. Maintenant, quelle est la protection par rapport à le professionnel ? Est-ce qu'il est identifié, il est fiché quelque part ? Quelle est la garantie par rapport au redressement judiciaire, aux liquidations judiciaires, c'est-à-dire si la société est en difficulté financière, qu'est-ce qu'on fait ? S'il met la clé sous le paillasson, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a rien par rapport à ça. J'en ai parlé en off tout à l'heure, je vous ai parlé du cas de Marrakech que je n'arrête pas de citer à chaque fois. J'ai quelqu'un qui a mis 9 millions de dirhams et depuis 2012, la société est en redressement judiciaire. Il y a un risque de ne pas voir cet argent. De ne pas le récupérer. Oui. Voilà, mais en tout cas, merci Saad d'avoir appelé pour le souligner et tant mieux. Voilà, bravo. Voilà. Et voilà, votre fille va pouvoir faire son projet et vous aurez pas mis des ronds pour rien. Voilà, 11h41, on a Najib. Bonjour, c'est Najib. Bonjour. Alors, moi, je vous appelle au sujet du côté fiscal de la chose. Oui. Lorsqu'il y a une vente, et même lorsque vous vendez à perte, vous êtes obligé de payer un 3% sur le prix de vente. Oui. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a plus de moins-value que de plus-value, surtout s'agissant d'appartements, de biens immeubles et non de terrain. Yeah. Oui. Alors, et l'administration fiscale sait parfaitement aussi, elle est au courant de ce qui se passe. D'ailleurs, c'est ce qui fait, d'autant plus que aujourd'hui, lorsque vous avez un bien immeuble, vous êtes très content de trouver un acheteur. Même, et je sais de quoi je parle, puisqu'on en a fait l'expérience nous-mêmes, nous avons vendu quelque chose à perte. Et nous avons été redressés par l'administration fiscale pour avoir vendu à un prix qui ne correspondait pas à celui qui était évalué par le ministère des Finances, en l'occurrence la DGI. Voilà. Et nous avons donc dû payer. Mieux que ça. Alors maintenant que nous payons, alors on a payé pour le redressement, on avait payé aussi pour autre chose, pour une villa qui avait été construite par un entrepreneur, n'est-ce pas, et pour laquelle l'administration fiscale avait évalué que c'était avait estimé que c'était sous-évalué, donc elle a fait un redressement sur la TVA, tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, nous nous débattons pour savoir, et on a dû payer quelque chose comme 30 000, 35 000 dirhams de plus pour enregistrer des constructions relativement à la TVA. Aujourd'hui, on se demande à combien l'administration fiscale a évalué ce bien, parce qu'au moment de la vente, puisqu'elle l'a évalué à X dirhams, qui pour nous est surévalué par rapport à ce qu'on a payé, n'est-ce pas, et pour lequel on a payé des TVA supplémentaires, il nous faut justement, les impôts viendront réclamer entre le montant estimé par rapport à l'administration fiscale et le prix de vente. Mais on se demande également, ça c'est le deuxième volet, je m'excuse de ne pas avoir fait le lien, ni la parenthèse entre les deux, alors, on se demande à combien est estimé ce bien aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a des recours quelconques pour ça ? Ok. Pour l'un et pour l'autre. Oui, ça, moi, je pense qu'on fera une émission avec la DGI parce que on l'a fait il y a quelques mois. J'aimerais refaire un point parce que c'est vrai qu'il faudrait on nous avait promis, notamment l'injection de nouveaux paramètres, l'harmonisation, la mise à jour beaucoup plus, on va dire régulière. Mais la vraie question, c'est de savoir. Et moi, je la repose encore à la DGI. Est-ce qu'on a le droit de vendre en dessous du prix du marché ? Ou alors faut nous dire, est-ce que c'est impossible de vendre à perte
Et il faut nous le dire, c'est tout. Et à ce moment-là, on assume dans notre système économique de ne pas pouvoir vendre à perte des biens immobiliers. Parce que je pense que c'est ça le problème. Je pense, sincèrement. Qu'est-ce que vous entendez par perte? J'ai acheté à 100. J'ai vendu à 80. Je veux vendre à 80. Ben, le problème, c'est mon problème. Mais dans la plupart des cas, moi, j'ouvre juste une petite parenthèse. Il y a les cas où le financement, où le bien est financé par un prêt bancaire, par exemple. Mais vous ne gagnez jamais. Ah, mais on gagne jamais. De toute façon, vous vendez toujours à perte. Toujours à perte. Mais c'est ça ce que je veux dire. Non, mais ça, c'est un autre calcul. C'est même pas fiscal, c'est calcul arithmétique. Voilà, exactement. Mais quand même, vous avez habité dans le bien. Donc, pendant toute cette période, vous avez... Oui, mais en termes de valeur. En termes de valeur. Oui, c'est vrai, la valeur... Vous voulez vraiment voir à l'heure que vous avez passé dans votre appartement qu'on fasse le coût horaire? Non, un jour j'ai calculé, j'ai trouvé que c'était plus cher que l'hôtel. Mais bien sûr que c'est plus cher que l'hôtel. Un jour j'ai calculé, j'ai trouvé que c'était plus cher que l'hôtel. Bien sûr. Et on le dit souvent, si vous n'avez pas de cash pour acheter un appartement, n'achetez pas, ça ne vaut pas le coup. C'est une perte d'argent sèche aujourd'hui, à partir du moment où on n'a plus la bulle immobilière des années 2000. Mais si vous avez du cash, vous allez payer 5% dessus. Ah j'en ai pas. 11h45. Qui c'est qu'on a au téléphone? Et là, bonjour. Abdelkader. Pardon. Allô? Oui, c'est Abdelkader. Oui, Mab. Oui, ça va, Sidi, vous allez bien? Alhamdoulilah. Allah yabarak fik, Sidi, oui, bonjour aux experts. Bonjour. Donc, j'ai deux questions concernant vous êtes sur l'immobilier. Alors, la première, c'est la nouvelle loi de finances. J'ai entendu dire concernant la PPI que normalement, c'est plus 5 ans. Il est normalement payable à la vente d'un bien immobilier. Sinon, pour être exonéré, normalement, on doit vendre un autre bien immobilier. Ça veut dire, lorsqu'on vend, on doit acheter pour être exonéré. Je ne sais pas exactement si c'est juste, c'est ça la nouvelle loi ou pas. Donc, je demande ça aux experts. La deuxième des choses, j'ai acheté un appart dans un immeuble, dans un complexe d'immeubles constitué de 6 immeubles, de 20 à 25 appartements. Donc il y a des appartements qui sont encore au promoteur. Question de syndic. Alors lui, il gère le syndic, mais comme ça. Donc on sait exactement ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant là, est-ce qu'il y a possibilité légalement de déclencher une assemblée générale juste dans notre immeuble, dans l'immeuble où j'habite avec les copropriétaires, sachant que on a des parties individuelles, qui est le garage, qui est la terrasse, pas mal de choses. On a un garage commun avec 3 portes, et qu'il y a 3 appartements qui restent au promoteur, et que normalement il vient de vendre il y a quelques mois 5 ou 6 appartements, et il a pris, donc il a décroché, donc il a normalement ils ont payé les 5 ou 6 derniers copropriétaires, ils ont payé le syndic au promoteur. Donc, on se retrouve, si je déclenche une assemblée générale, donc les gens ils vont dire que on a payé déjà au promoteur qui fait la gestion au hasard du syndic, avec un bureau de vente. Comment je dois faire l'assemblée générale en bonne et due forme avec les PV de réception, avec l'autorité et tout. Est-ce que c'est légal? Parce que j'appartiens à 6 immeubles, un complexe de 6 immeubles avec des parties indivises. Est-ce que je lui demande, si c'est légalement, j'ai le droit de lui demander l'argent des gens qui ont payé le syndic dernièrement? Voilà. Ok. Messieurs. Bien, par rapport à je réponds à la deuxième question surtout, c'est que aujourd'hui, s'il est syndic, faut qu'il ait un justificatif. Il est syndic en vertu de quoi? Il peut pas s'ériger en tant que syndic sans base. Et même le montant qui ont été versés, même s'ils servent à gérer les parties communes, il faut qu'il ait, dans un premier temps, un procès-verbal d'assemblée générale qu'il aura désigné en tant que tel. Si c'est le cas, il faut demander des comptes, parce qu'il y a des sommes qui ont été versées par les copropriétaires, peut-être lors de la vente ou même après la vente. Donc, il faut qu'il dresse un rapport financier par rapport à tout ça. Donc, s'il détient un procès-verbal d'assemblée générale qu'il aurait tenu lors de la première vente, en cas d'existence, donc, va tenir une assemblée générale ordinaire et présentation de rapport financier, rapport moral, et puis élection d'un autre syndic.
S'il a fait juste une gestion pendant cette période, le temps de tout vendre, rien ne vous empêche aujourd'hui, à votre initiative, aux plusieurs copropriétaires, lui signifier la nécessité de tenir une assemblée générale. S'il s'identifie en tant que syndic. Sinon, à votre initiative, vous convoquez une assemblée générale et là, il sera question effectivement de voter un budget annuel et bien sûr, faire un état de ce qui a été payé en guise de cotisation, parce qu'il est tenu de rendre des comptes par rapport à ce qui a été dépensé. Troisième élément, rapidement, si vous parlez de 6 immeubles, il y aura une assemblée générale pour chaque immeuble. Donc, s'il y a des parties communes entre tous les immeubles, il y aura un conseil syndical composé de syndics de chacun des immeubles. Par rapport à la première partie de la question de monsieur, oui, par rapport à la mesure d'exonération qui a été introduite dans la nouvelle loi de finances 2020, donc l'exonération de TPI pour la résidence principale en cas de revente dans un délai inférieur à 6 ans, si jamais on réinvestit dans les 6 mois le montant de la vente, ouais, à concurrence de 4 millions de dirhams. Pas plus. Ok. Donc voilà. Et pendant cette période, donc j'invite les gens à quand même trouver un bien, parce que 6 mois c'est rapide, ça peut passer très vite. De trouver d'abord le bien qu'ils vont acheter avant de vendre, parce qu'une fois qu'ils auront vendu, ils ont un délai de 6 mois pour acheter une nouvelle maison et d'être exonérés de TPI. D'accord. Donc ça s'apparente plus à une suspension de... En différé, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, s'il n'a pas acheté, à ce moment-là, il paye la TPI. Donc, je pense que le montant de la TPI reste soit chez le notaire, c'est pas encore tranché, soit au niveau de la CDG. Donc, c'est ça. Mais c'est valable qu'une seule fois dans la vie, cette mesure. Bon. Une seule fois. Sauf dérogation. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, mais les dérogations... On connaît. Il nous faudrait un ministère de la dérogation. Et de l'amnistie. Et de l'amnistie. Non, on va se faire des amis. Non, mais c'est vrai. Mais on en plaisante, mais non. C'est les dérogations ont tué aussi l'immobilier. Voilà, c'est tout. C'est la brèche. Bah oui, c'est la brèche. Si on fait des lois et que à côté il y a plein de dérogations, c'est comme le mariage des mineurs. C'était fait normalement pour des voilà. Non, c'est devenu la règle. Voilà, c'est la dérogation. C'est comme les avenants dans les appels d'offres. Oui. Ah oui. L'appel d'offres, il sort. Oui. Par contre, les avenants sont plus importants que l'appel d'offres. Bon. Fait que râler encore. Qui c'est qu'on en a? Ismaël au téléphone. Bonjour. Bonjour, Faisal. Ça va? Oui et non. Ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, écoutez, Ismaël, je suis de Casablanca et je suis ingénieur à la base. Oui. Mais depuis une trentaine d'années, les parquets du royaume me font confiance. Les quoi? Les parquets, les procureurs. Ah, je pensais que vous parliez des parquets des maisons, moi. Oui, parce que on parle des architectes, d'immobilier, on parle de parquets. Moi, je pensais que... Je vais y arriver. Ok. Donc, je suis un petit peu imprégné de la problématique. Moi, pour ne rien vous cacher, je viens de sortir d'une réunion, donc j'ai pris le train en marche. J'ai pas suivi de bout en bout, mais je vous appelle parce que hier soir, donc une avocate, une amie de longue date m'a appelé au téléphone. Alors, il m'a appelé pour me demander de lui apporter quelques réponses à des questions. Je pense qu'elle a entre les mains, du moins ce que j'ai compris, elle a entre les mains le fameux dossier, comment il s'appelle déjà, Babarna, c'est ça? Ah ouais. Oui. Alors, il me pose des questions directes, elle me dit... elle aimerait comprendre comment se fait-il qu'il y a un projet autorisé. Le terrain se situe à Bouskoura, à Bouskoura, mais qu'il s'est avéré que finalement le promoteur n'est pas le propriétaire du terrain. C'est ça. Et donc l'avocate, c'est une juriste, elle me pose des questions directes, quoi. Elle me dit, expliquez-moi, vous qui êtes technicien, etc., comment se fait-il que maintenant, après coup, on se rend compte que le terrain, le type n'est pas propriétaire du terrain. Et elle me dit, expliquez-moi votre bazar au niveau de l'autorisation de construire. Alors, avec le peu de choses que je connais, donc je lui ai expliqué que l'autorisation de construire, d'après la réglementation en vigueur, et en particulier la loi 1290 qui remonte à 1992, et la loi, d'ailleurs, 1266 qui viennent compléter la 1290 qui a vu le jour en 2016, n'est-ce pas? Et je lui ai dit que la 1266, elle est actable
et renforce les sanctions par rapport aux architectes et aux ingénieurs spécialisés. Donc, je lui ai expliqué rapidement que la procédure, elle est claire et nette sur ces 2 documents. Maintenant, au niveau de l'application, eh bien, évidemment, j'étais incapable de lui répondre. Je ne comprends pas. Alors, je vous repose donc la question. Moi-même, je n'ai pas de réponse à apporter à l'avocate. Comment se fait-il que il y a 2 pièces maîtresses? Vous m'écoutez là? Oui, oui, on fait que ça. Alors, tout le monde connaît, même les élèves architectes qui sont encore à l'école, qui n'ont pas encore eu leur diplôme d'architecte, ils savent qu'il y a 2 pièces maîtresses. Un, le contrat type, le fameux contrat type qui porte le titre de l'Ordre national des architectes. Je crois que vous voyez de quoi je parle. Et puis, il y a le certificat de propriété. Ce sont 2 pièces maîtresses dans le dossier de demande d'autorisation de construire. Oui. Alors, attendez. Alors, le contrat type. Je commence par le commencement. Le contrat type, c'est un contrat, n'est-ce pas, qui est signé entre l'architecte inscrit à l'ordre et le promoteur. Mais qui est validé par l'ordre. Pourquoi? Parce que l'architecte doit absolument passer par l'ordre pour que l'ordre s'assure qu'il est bien inscrit, qu'il est à jour des cotisations, et qu'à ce moment-là, on peut lui donner ce qu'on appelle le cahier de chantier et le visa. Il y a un premier visa qui est donné par l'ordre, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne sais pas. Comment se fait-il qu'un architecte X, engagé par ce promoteur-là, ait donc signé un contrat sur la base d'un terrain dont on ne connaît pas le propriétaire réel? C'est un gros souci pour moi, parce que depuis au moins une trentaine d'années, donc les procureurs du Maroc me font confiance. Ils me demandent un avis, par exemple, Bourgogne, Sfaxa, Belvédère, Kenitra en 2008, et j'en passe. Et à chaque fois, la question se pose. Les gens signent sans savoir quelle est la portée de leur signature. Alors, je ne vous cache pas que pour moi, cet architecte-là est dangereux pour moi, est dangereux pour la société. Si n'importe quoi sans faire attention, mais enfin, c'est ce qu'on... Excusez-moi. C'est ce qu'on se tue. Non, mais il est 11h56, on va quand même réagir. Ce qu'on se tue à dire, et nous depuis des années, c'est ce corporatisme, encore une fois, ces architectes signataires ont fait énormément de mal. Alors non seulement parce que on en a parlé juste à l'époque où on a eu ces effondrements qui ont fait des victimes, et puis on voyait les responsabilités en cascade qui commençaient à arriver, pas seulement à Bourgogne, on a même eu des chantiers, une villa en chantier qui s'est écroulée parce que la conception. Voilà, donc il y a un moment, on est bien d'accord, faut faire le ménage, mais là on voit bien que la donnée de base, comme vous l'avez dit, qui est le certificat de propriété, si on n'est pas capable dans un pays comme le nôtre de vérifier que quelqu'un est en train de vendre des choses sur quelque chose qui ne lui appartient pas, c'est juste c'est gravissime, c'est même pas c'est le b.a.-ba. C'est criminel. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, nous? Non, mais c'est le contrôle et puis l'exemplarité de la sanction. C'est de le dire, les contrôles en amont et en aval, et puis surtout les sanctions qui viennent. Malheureusement, on attend qu'un scandale surgisse pour que finalement on se pose des questions par rapport à tout ça. Tant que ça se passe bien, bon, ça passe inaperçu, mais finalement, voilà, c'est aujourd'hui qu'on en parle, c'est aujourd'hui qu'on tire sur tel ou tel architecte ou tel responsable et après, on prend les mêmes et on recommence. Voilà. Il y a un avant et un après, malheureusement. Mais j'ai juste une chose avant qu'on termine l'émission. J'ai Reda sur la page Facebook qui nous a demandé la valeur juridique de la réservation. Bon, bref, on va pas revenir parce qu'on a souvent parlé, mais à la fin, il me dit arrêtez de nous dire de pas payer de noir. On parle de la partie non déclarée. Parce qu'à 90% des cas, le marché exige une partie non déclarée. Ça, c'est Reda qui nous dit ça. Je vais vous dire une chose, Reda. N'achetez pas. N'achetez pas. Voilà. Est-ce qu'on vous met le couteau sur la gorge pour payer une partie non déclarée? Allez vers celui qui fait pas de noir. N'achetez pas. C'est tout. Et ben voilà. Et si vous me dites que acheter est un besoin fondamental avant de manger, bah là, je peux pas, j'ai pas de solution pour vous. 11h59. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très bien. Merci Amine d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans Les Experts.